Ces distinctions honorifiques remises au chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé à cette cérémonie d'ouverture de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique se veulent des mérites pour les efforts du Togo ces dernières années en faveur de la santé et précisément pour l'éradication de 4 maladies tropicales. À travers cette rencontre d'ordre continental qui réunit plusieurs acteurs du monde de la santé ici à Lomé, il sera question de passer au peigne fin toutes les problématiques ainsi que tous les défis auxquels est confronté le système sanitaire sur le continent ces dernières années. L'une des priorités étant d'encourager les États à investir davantage de ressources dans les systèmes de santé pour une meilleure sécurité tant sur les plans économiques que bien d'autres. Ceci dans le but d'une atteinte efficace des principales aspirations exprimées dans l'agenda 2063 dédié aux États africains. Il y a un certain nombre de maladies. Aujourd'hui, ça avoisine la quinzaine ou la vingtaine qu'on a appelées maladies tropicales négligées. Tropicales parce que ces maladies se situent en zone tropicale africaine et asiatique surtout. Négligées parce que pendant longtemps, ces maladies sont source d'une forte mortalité et de gros handicaps. Et compte tenu du fait que ces maladies-là touchent avant tout les pays démunis, il y avait nécessité de s'en occuper davantage. Et c'est ainsi que dans le cadre de la lutte contre toutes ces maladies, toute une stratégie a été mise en place, bien évidemment sous le leadership du chef de l'État. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous en avons éliminé 4. C'est-à-dire ce qu'on appelle la dracophyllose ou le ver de Guinée, ce qu'on appelle la maladie du sommeil, ce qu'on appelle le trachome qui est une maladie qui touche les yeux, et puis la filariose lymphatique. Mais ce que nous comptons faire, c'est de poursuivre dans la même lancée toute la lutte que nous menons contre les autres maladies tropicales négligées et chemin faisant, au fur et à mesure, nous allons présenter le dossier de notre pays pour la certification de ces maladies-là auprès de l'Organisation mondiale de la santé. À tour de rôle dans leur prise de parole, le directeur général de l'OMS ainsi que la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique ont rappelé les défis actuels auxquels les pays d'Afrique sont aujourd'hui confrontés en matière de santé publique. En reconnaissant cependant les efforts de certains États, au rang desquels le Togo, ils ont salué la vision éclairée ainsi que le leadership du président Faure Sozimna Gnassingbé qui a réussi à faire du système sanitaire togolais un modèle dans la sous-région. Excellence, votre projet de réforme des transports qui force l'administration a fait du Togo un pôle majeur de transport en Afrique de l'Ouest et votre clairvoyance vous aide à transformer le développement économique et numérique de votre pays. Dans son mot de circonstance, à l'occasion de cet événement inédit, le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, n'a pas manqué pour sa part de relever l'importance majeure pour les États africains d'allouer davantage de moyens aux questions sanitaires sur le continent. Il a par ailleurs rappelé les actions du Togo visant à offrir de meilleures conditions pour des soins de santé appropriés aux populations. La santé est une priorité de cohésion sociale que le gouvernement togolais a placé au cœur de sa politique de développement. L'une des ambitions de la feuille de route du gouvernement à l'horizon 2025 est en effet d'offrir une identité et garantir la couverture santé et l'accès aux services sociaux de base à tous. En ligne donc avec le 13e programme général du travail de l'OMS qui vise à faire bénéficier 1 milliard de personnes supplémentaires d'une couverture sanitaire universelle. Dans cette optique, nous avons fait évoluer le cadre institutionnel, notamment avec la création d'un ministère délégué chargé de l'accès universel aux soins au sein du ministère de la Santé. Quant au cadre législatif, il a vu, entre autres, l'adoption de la loi instituant l'assurance maladie universelle, dont le déploiement est confié à l'Institut national d'assurance maladie. La politique que nous mettons en œuvre dans le domaine de la santé intègre bien le concept One Health par l'approche holistique que nous avons adoptée. Ainsi, depuis bientôt 1 an, nous avons développé un programme d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né qui vise à accroître leur accès aux services et aux soins de santé. Nos enfants, élèves dans les écoles, collèges et lycées pour leur part, sont éligibles à une assistance médicale dédiée
dont bénéficient à ce jour environ 2 millions d'entre eux. Durant donc les 5 jours que va durer cette rencontre, plusieurs thématiques seront débattues entre ces différents experts de la santé. Des résolutions seront ainsi donc adoptées à la fin de la rencontre. Les faux médicaments sont la cause de plusieurs milliers de décès chaque année sur le continent africain, et ce depuis plusieurs décennies. La faiblesse ou l'incohérence des cadres juridiques ainsi que l'absence de réglementation pour des ventes souvent effectuées en ligne ou dans des lieux informels rendent compliquée la lutte contre le fléau. Un trafic qui se nourrit de la faiblesse des systèmes de santé et de la pauvreté des acheteurs. Face à tout ceci, il urge de prendre des mesures idoines afin de contrer le phénomène. Ainsi, après multiples réflexions, l'idée de la mise en place d'une agence africaine du médicament a été nourrie par plusieurs gouvernements africains réunis en 2005 au sommet de l'Union africaine tenu à Abuja. Une initiative dont le but principal était de permettre aux Africains d'accéder à des produits médicaux et à des technologies sanitaires de bonne qualité, sans risque et efficaces. La problématique des faux médicaments est une problématique qui interpelle pas uniquement le continent africain. La plus grande partie de ces faux médicaments ne sont pas fabriqués, nous les importons et nous aussi nous mettons à le faire. On va réglementer cela et voir comment on peut produire et avoir des médicaments de qualité sur le continent africain et aussi en quantité. Il fallait cette agence. Africa CDC fait un excellent travail. Ils ont pu gérer la pandémie du coronavirus et cette agence viendra compléter justement les efforts de CDC Afrique et également les efforts de nos États membres. Et les États qui produisent des médicaments, on va assister vraiment nos États membres pour essayer dans un premier moment de limiter et également d'éradiquer cette problématique des faux médicaments. 17 ans après l'idée de la mise en place de cette agence, c'est à Lomé au Togo, lors de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, que seront revus les derniers contours avant la mise en place de l'agence. Pour que cela soit concret, des dispositions sont déjà prises. Lorsque la pandémie du coronavirus s'est déclarée, l'Afrique s'est retrouvée confrontée à des difficultés. On n'avait pas le minimum et les pays se sont mobilisés pour qu'on puisse aussi faire face en prenant des mesures dynamiques. Les chefs d'État et de gouvernement ont également eu des stratégies et dans le cadre justement de ces stratégies, on a décidé de créer une agence africaine du médicament. Le traité de cette agence a été adopté, c'était d'ailleurs avant la pandémie parce que la nécessité s'imposait d'avoir une agence qui puisse réglementer la problématique des médicaments au niveau du continent africain et aussi pourquoi pas fabriquer. Avec le CDC Afrique, nous avons cette agence qui est entrée en vigueur parce qu'on a eu les ratifications requises pour son entrée en vigueur. On vient de décider du siège qui sera au Rwanda et qu'on puisse créer cette agence pour renforcer nos systèmes législatifs et aussi renforcer les productions de médicaments sur le continent africain. La pandémie du coronavirus a considérablement amplifié le besoin urgent pour l'Union africaine et ses États membres d'investir dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies. Elle a surtout mis en exergue la nécessité de renforcer la diplomatie politique en matière de santé afin de mieux faire face à d'éventuelles crises. Ainsi, la création de cette agence africaine du médicament sera essentielle pour la mise en place de la couverture universelle en santé et pour mieux répondre aux besoins des plus démunis. La maladie de Newcastle est une maladie virale très contagieuse qui s'attaque à une grande variété d'espèces d'oiseaux sauvages et domestiques. Elle fait souvent son apparition en saison sèche au nord du Togo et en période froide pendant la mousson au sud du Togo. La maladie de Newcastle qui fait des ravages est causée par le virus ND dont il existe plusieurs souches. Maladie virale due à un paramyxovirus de la famille des paramyxoviridae appartenant au genre Avulavirus qui cause vraiment beaucoup de mortalité chez la plupart des oiseaux. Une maladie infectieuse qui est due à un virus appelé justement un paramyxovirus de la famille des paramyxoviridae
mais qui appartient surtout au genre Avula-virus. Et ce virus, on le distingue sous 3 sérotypes différents. Il y a un sérotype lentogène, il y a un sérotype mésogène et un sérotype vélogène. Des troubles digestifs, respiratoires et nerveux, ce sont là quelques signes cliniques de la maladie de Newcastle. À ce jour, il n'existe pas un traitement spécifique. Malheureusement, elle va entraîner une chute de pompe, surtout chez les pondeuses. Il y a aussi une inappétence et une prostration. Mais c'est surtout les troubles digestifs, les troubles respiratoires et les troubles nerveux qui caractérisent cette maladie. Du point de vue troubles digestifs, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y aura de la diarrhée. Cette diarrhée qui sera d'abord blanchâtre, va devenir plus ou moins jaunâtre, puis verdâtre. Et c'est là, comme vous le comprenez, la diarrhée va entraîner une perte hydrique et donc entraîner la mortalité chez la volaille. Après les troubles digestifs, on a aussi les troubles respiratoires. Vous allez avoir les poules qui vont respirer difficilement. Elles vont avoir la bouche ouverte, tout comme pour aspirer de l'air avec un bec cloué au sol. Les troubles nerveux qui vont entraîner surtout des contractions plus ou moins brèves au niveau du cou et des ailes. Mais c'est surtout pour celles qui ne vont pas mourir, qui vont avoir une paralysie du cou, et on va avoir des poules qui font le torticolis. Le seul moyen efficace de prévention de cette maladie est la vaccination régulière. En dehors de la vaccination, il est recommandé aux éleveurs d'adopter des mesures de biosécurité et de déparasiter leurs volailles. Cette vaccination doit se faire le plus tôt possible, suivant un calendrier bien déterminé, qu'on soit en élevage traditionnel ou en élevage moderne ou amélioré. Une volaille morte de la maladie de Newcastle ne devait pas être consommée parce que justement, toute manipulation, toute consommation va participer justement à la propagation du virus et donc rendre vulnérables les autres oiseaux ou les autres poules qui sont saines. Mieux vaut vraiment l'enterrer et justement désinfecter le poulailler pour détruire justement ces virus. En élevage moderne, on conseille toujours de faire un élevage en bande unique. Mais en élevage traditionnel, il est conseillé de veiller aux mesures de biosécurité. Des conseils à mettre en application pour lutter contre la maladie de Newcastle. De plus, les éleveurs sont invités à consulter les vétérinaires au besoin. Des cours de vacances au niveau de certains établissements scolaires. Tout se déroule bien avec une écoute attentive des élèves, comme si on était en pleine rentrée scolaire. Ces cours de vacances sont une initiative de certains responsables d'école. L'objectif est d'occuper ces enfants pour leur permettre de ne pas oublier leur cahier. C'est une manière pour les initiateurs de rendre utiles les vacances. C'est un cours de soutien que nous sommes en train de faire puisque ces cours-là ne sont pas payants. Et bon, les objectifs, c'est mettre les enfants, les élèves dans le bain de la rentrée prochaine. Ce n'est pas seulement les élèves, ça aide aussi les enseignants à ne pas oublier ou bien à être en contact direct et toujours avec leurs leçons. Les fiches, par exemple, à préparer et tout, pour qu'à la rentrée, ça ne soit pas une nouvelle chose, mais que ça soit la continuité de ce qui a été fait l'année passée et bon, les années à venir. C'est une remise à niveau, parce que nous constatons qu'en français, ça ne va pas, surtout en lecture. Pour les enfants, ça ne va pas. Parce qu'ils ne font rien. Il y a d'autres qui ont déjà même oublié. Donc, c'est juste pour relever le niveau. Et c'est parce qu'il ne s'agit pas de passer tout le temps à jouer. Au moins 3 heures de cours par jour pour relever le niveau. C'est dans ce but que nous avons organisé ça gratuitement. La rentrée, c'est le 19. Alors pour les parents qui ont gardé leur enfant, bon, s'ils ont trouvé des répétiteurs,
pour essayer de relever leur niveau, c'est bien. Pour les élèves participants, ces cours de remise à niveau leur permettent d'éviter l'ennui, la paresse et de mieux se préparer pour la rentrée prochaine. Je suis venu suivre les cours de vacances car la rentrée proche, ça va me permettre d'avoir déjà une idée de ce que nous allons faire en classe. Je remercie beaucoup les enseignants d'avoir organisé ce cours parce que ça permet beaucoup aux élèves de mieux travailler et de s'améliorer. Je suis venue au cours de vacances pour suivre les cours, pour ne pas s'amuser beaucoup à la maison et oublier mes leçons. Ces cours se déroulent de 8h à 11h et concernent les matières comme le français, la mathématique, bref, les matières fondamentales. Cependant, les apprenants auront quelques semaines de repos avant la rentrée selon les initiateurs. Effectivement, ils auront un temps pour se reposer. Seulement que nous ne voulons pas que les enfants soient laissés passer tout leur temps à s'amuser. C'est pourquoi on les a pris un peu et vous allez voir que ces cours-là, c'est juste les matinées. Beaucoup, ceux qui sont là se donnent quand même, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, puisque les enseignants aussi ne baissent pas les bras. Ils les disent, on les a donné ce qui est l'importance de ces cours-là. Il suffit que les enfants comprennent. Et accompagner avec les parents qui nous soutiennent, je pense que les enfants aussi font de leur mieux. Soulignons que c'est dans le souci d'aider et d'accompagner les parents que le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation technique a décidé de rendre gratuits ces cours de vacances, vivement qu'ils puissent être profitables aux apprenants.